Au sommaire de ce magazine, la rentrée gouvernementale, l'exécutif burkinabé a officiellement repris du service après une pause de quelques semaines. Sur la table du Conseil, de grands dossiers relatifs à la sécurité, au budget et au développement. La Guinée-Conakry est suspendue des instances de la CEDEAO au lendemain du coup d'État perpétré par le lieutenant-colonel Mahamadi Doumbouya et ses hommes. Le président du Faso et ses pairs exigent des putschistes la libération du président Alpha Condé. Le Burkina, un pays minier, plus de 53 tonnes d'or produits en 2020. Le secteur représente en moyenne 15% des recettes directes du budget de l'État et 71% des recettes d'exportation du pays. Une bouée de sauvetage pour l'économie nationale pour peu qu'il soit bien organisé. Décryptage du programme présidentiel dans son volet mine avec Issa Dominique Konaté. Il est conseiller spécial du président du Faso chargé de l'énergie, des mines et carrières. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mercredi 8 septembre dernier, c'était la rentrée des classes pour l'exécutif. Après un mois de congé, une rentrée gouvernementale avec beaucoup de défis dont l'urgence est à la question sécuritaire. La préparation du budget 2022 et la deuxième phase du PNDS, le plan national de développement économique et social. Compte rendu de Mathias Drabo et Eleonore Ouedraogo. Retour en salle du Conseil pour les ministres ce mercredi 8 septembre après un mois de vacances gouvernementales. Je dois vous dire que je n'ai pas pris de congé de façon spécifique parce que vous êtes des Burkinabés comme tout le monde, vous savez quel est l'état de la situation au mois d'août. Et donc en tant que président du Faso, il m'était impossible de prendre des vacances dans ce contexte-là. C'est donc une reprise dans la continuité, une reprise qui s'annonce studieuse au regard des enjeux et défis de l'heure. Le gouvernement est attendu sur les réponses à proposer aux Burkinabés sur les questions de vie chère, de santé, d'accès au logement, entre autres. L'objet de cette reprise, c'est en tout cas de nous engager à trouver l'ensemble des solutions qui permettent en tout cas aux Burkinabés de vivre dans une certaine sérénité. Et nous devons comprendre également que le contexte dans lequel nous sommes est un contexte difficile. Les questions sécuritaires restent des questions prioritaires. Donc, c'est des questions de réorganisation qui sont en cours au niveau donc, du ministère de la Défense. Et nous allons nous atteler également à l'ensemble de ces préoccupations qui sont essentielles parce que sans la paix, sans la sécurité, et toutes les questions de développement deviennent des questions, je dirais, difficiles à résoudre. La dynamique gouvernementale enclenchée suite à cette rentrée va se consacrer à la préparation du budget 2022, à soumettre à l'Assemblée nationale ainsi qu'à celle de la deuxième phase du PNDS, le plan national de développement économique et social, notamment par la mobilisation des bailleurs de fonds et partenaires au développement autour de ce nouveau référentiel. Pour le Premier ministre Christophe Dabiré, les chantiers sont les mêmes et il faut travailler à faire en sorte que dans le dernier trimestre de l'année 2021, les grandes réformes annoncées par le président du Faso lors de sa campagne présidentielle et de son investiture puissent être engagées. Le président guinéen Alpha Condé, renversé le 5 septembre dernier par les forces spéciales, les chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO condamnent cette prise de pouvoir par les armes. Au cours de leur sommet extraordinaire tenu le 8 septembre dernier par visioconférence, le président du Faso et ses pairs ont décidé de suspendre la Guinée-Conakry des instances de l'espace communautaire. Ils exigent par ailleurs le retour à l'ordre constitutionnel. Compte rendu de Drissa Dawo Moumouni Yamyogo et Mawa Yen. Recording in progress. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré et ses pairs de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en visioconférence. Il s'agit d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'espace sous-régional consacré à la Guinée en raison du coup de force perpétré contre le président Alpha Condé. À l'ouverture du sommet, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, salue la prompte réaction des chefs d'État qui permet la tenue de cette rencontre
comme un signe de leur engagement fort pour une gouvernance politique respectueuse des principes démocratiques dans l'espace communautaire. Roch-Marc Christian Kaboré et ses homologues condamnent alors à l'unanimité le renversement des institutions républicaines en Guinée comme une entorse aux principes de gouvernance adoptés par l'organisation régionale et exigent un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État ont exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé et de toutes les personnes arrêtées, la libération immédiate du président Alpha Condé et de toutes les personnes arrêtées, le retour à l'ordre constitutionnel. Mais d'ores et déjà, la CEDEAO a décidé de suspendre la Guinée de toutes les instances de décision au niveau de la CEDEAO et demande donc que ces décisions soient endossées par l'Union africaine et les Nations unies. La situation politique au Mali est également au menu de ce sommet extraordinaire. Les chefs d'État de la CEDEAO demandent à la transition malienne un chronogramme clair qui permettra de disposer d'un calendrier pour la tenue des élections présidentielles et législatives à la date prévue du 22 février 2022. Au cours de la quinzaine écoulée, le président du Faso a reçu en audience plusieurs personnalités. Entre autres sujets évoqués, l'économie, la justice, la coopération multilatérale, la religion, l'intégration régionale et la sécurité. Le point en image avec Drissa Dao, Mathias Drabo, Bourema Lankwande et Mawaïen. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le directeur général de la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, Edo Kossi Amenové. Au menu des échanges, la question du financement de l'économie des États par les émissions obligataires, notamment dans le contexte actuel de crise sanitaire et sécuritaire. Le directeur général de la BRVM a également bénéficié de conseils du chef de l'État sur les questions relatives au développement du marché financier régional. Le président de la Haute Cour de justice, Boukari Khalil Bara, en début de mandat, est venu présenter son équipe au chef de l'État. Avec le président du Faso, garant de l'indépendance de la justice, il a été question du fonctionnement et des préoccupations de l'institution. Les membres de la Haute Cour de justice ont sollicité l'accompagnement de Roch-Marc Christian Kaboré dans la prise en charge de leurs préoccupations qui sont d'ordre logistique et financier afin de mieux conduire leur mission. Le président du conseil d'administration de l'agence Faso Bara, Aruna Natama, et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au président du Faso. Au cours de l'audience, ils ont fait au chef de l'État le point de la gouvernance de l'agence, de l'avancement des activités et de l'environnement de la maîtrise d'ouvrage déléguée au Burkina Faso. La délégation a reçu en retour des conseils et des instructions du chef de l'État qui les a invités à toujours œuvrer pour la qualité du service et le bien des populations. En prélude au deuxième congrès des avocats de la zone UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, prévu les 21, 22 et 23 septembre prochains, une délégation du comité d'organisation a été reçue par le chef de l'État. Le secrétaire permanent de la conférence des barreaux de l'UEMOA et bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina, Maître Paulin Sanambéré, a fait le point de l'organisation à Roch-Marc Christian Kaboré. Il a sollicité le patronat du chef de l'État pour cette activité qui se tiendra à Ouagadougou sous le thème « Justice et corruption ». Le conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, avec à sa tête Monseigneur Lucas Kalfassanou, a sollicité l'accompagnement du président du Faso pour la commémoration de l'appel de Ouagadougou. Le 10 mai 1980, le pape Jean-Paul II lançait à partir de la capitale burkinabé un appel en faveur des pays du Sahel. La commémoration de cet événement, qui a suscité la naissance de la Fondation, est prévue pour le 22 octobre 2021. La Fondation intervient dans 9 États de l'espace sahélien et le conseil d'administration veut renforcer son action par la prise en compte dans leur intervention du terrorisme qui sévit actuellement dans la région. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, reçu par le chef de l'État, a fait le point de l'intégration sous-régionale et du fonctionnement de l'institution.
Il a salué les efforts de Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et la Covid-19 et réaffirmé au chef de l'État, champion de la CEDEAO en matière de libre circulation des biens et des personnes, l'engagement constant de l'institution sous-régionale dans cette lutte afin de parvenir à une véritable intégration des peuples. Par le chef d'État, ici même à Ouaga. Le ministre malien de la Défense, colonel Sadio Camara, envoyé spécial du président de la transition malienne, colonel Assimi Goïta, a été reçu par le président du Faso. La question sécuritaire a été au menu des échanges. Il s'agit pour les deux pays, selon le colonel Sadio Camara, de mutualiser davantage les moyens et les techniques dans le combat qu'ils mènent contre le terrorisme. Les présidents maliens et burkinabés partagent la même vision sur ce combat, a précisé le ministre Camara. Dans les dossiers du Conseil, l'exécutif a adopté le 30 juillet dernier un rapport relatif à une autorisation de signature pour la concession au groupement Méridien MP, la réalisation et l'exploitation de l'aéroport de Dancin. Les clauses de cette concession, son impact sur l'accélération des travaux de cet aéroport lancé en novembre 2017 et les retombées de cette opération sur l'économie nationale. Explication du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Vincent Dabilgou. Le budget de l'État, donc notre patrimoine commun à nous, notre budget, et l'ensemble de nos partenaires devaient nous accompagner pour que nous créions ce qu'on appelle les infrastructures souveraines de l'aéroport de Dancin. Et j'entends par infrastructure souveraine l'aérodrome. L'aérodrome, ce n'est pas l'aérogare. L'aérodrome, c'est véritablement les conditions techniques qui permettent à un aéronef de pouvoir descendre dans un pays. C'est un modèle de financement qui nous permet d'être souverains. C'est-à-dire que la gouvernance pour permettre à un aéroport de descendre là, cette gouvernance-là est totalement souveraine et appartient à notre pays. C'est la partie aérogare, c'est-à-dire la partie équipement marchand qui permettent aux passagers d'être beaucoup plus à l'aise avec leurs bagages, de pouvoir faire leurs tickets, de pouvoir aller dans les salons. C'est cette partie-là qu'on appelle aérogare qu'avec l'ensemble des partenaires, nous avons décidé de confier ça à quelqu'un qui a l'expérience et aussi qui a l'argent pour pouvoir le construire en tant qu'aérogare et de pouvoir le gérer pour que nous puissions rentrer dans ce qu'on appelle donc un hub sous-régional. Mais comme le nombre de passagers était très faible, 600 000 passagers par an, nous avons couplé la gestion et la construction de cet aérogare en disant que le partenaire, lorsqu'on va le choisir, il va gérer en même temps l'aéroport de Ouagadougou. En couplant et en lançant un appel d'offres, on avait des chances de pouvoir trouver un partenaire à l'échelle internationale. C'est quand les partenaires sociaux, donc notamment les syndicats, se sont levés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord qu'on mette dans la concession de l'aéroport de Dancin, l'aéroport de Ouagadougou actuel, que le gouvernement a accepté d'enlever donc la gestion de l'aéroport actuel et de s'en tenir tout simplement à la construction de l'aéroport de Dancin et à sa gestion. Mais quand nous avons lancé l'appel d'offres, comme le nombre de passagers n'atteignait pas 1 million, il n'y a pas eu quelqu'un qui a soumissionné et donc l'appel d'offres est resté infructueux. C'est pour ça que lorsque le président Roch, en 2015, est venu, et comme c'était un des points prioritaires pour que nous puissions montrer que nous devons continuer à construire, en tout cas une plateforme aéroportuaire dans notre pays, pour nous permettre de pouvoir rentrer dans le hub, que nous avons décidé de pouvoir faire une concertation au niveau international pour trouver quelqu'un qui allait pouvoir accepter de venir mettre son argent pour nous permettre de pouvoir donc continuer à la construction de l'aéroport de Dancin. Quand on parle de construire l'aéroport de Dancin, on crée une société d'économie mixte dans laquelle Méridien va avoir 60% des parts. Et la SEGNA, qui gouverne donc l'aviation civile dans notre sous-région, dans notre continent, va avoir aussi 5%. Et que notre État doit aussi avoir 5%. Et que le privé local, donc l'ensemble des opérateurs communs de notre pays, pourrait avoir 25%. En fait, c'est ce consortium-là qui va se former autour de celui qu'on va choisir, Méridien que nous avons choisi, pour former une société d'économie mixte
et pouvoir gérer. Donc en réalité, nous ne privatisons pas, nous privatisons avec l'ensemble donc des acteurs au niveau national, au niveau sous-régional et avec l'État pour pouvoir gérer donc l'aéroport de Doncin. La concession que nous avons signée permet de pouvoir, dans le cadre donc des impôts et dans le cadre donc des redevances qu'on va nous payer, dans le cadre des droits d'entrée, de gestion, de pouvoir, pendant la gestion, de pouvoir rembourser l'État burkinabé sur ces 400 milliards. Et dans le même temps, ça nous permet de pouvoir constituer ce qu'on appelle donc un fonds pour nous permettre de pouvoir construire donc ce qu'on appelle des aéroports secondaires et d'entretenir aussi l'aéroport de Bobo du Lasso. Fin 2024 jusqu'en 2025, début 2025, normalement nous devons pouvoir ouvrir notre aéroport. Notre Air Burkina, qui a pu traverser toutes les étapes, parce que c'est la seule compagnie dans la sous-région qui depuis 1969 vole. Donc c'est la plus vieille des compagnies. Et n'a jamais fermé les portes. Dans la sous-région, là, il y a eu beaucoup de compagnies qui se sont fermées, qui ont fermé les portes, et qui ont rouvert, et qui ont toujours retrouvé Air Burkina qui vole. La faiblesse que nous avons eue, c'est que nous n'avons pas été très ambitieux dans la politique sectorielle avec Air Burkina. Nous devons profiter de notre position géographique pour faire de cette compagnie nationale une compagnie véritable et la relancer au niveau sous-régional, au niveau africain, au niveau international. Propos du ministre Vincent Dabilgou, recueilli par Drissa Dawo, Moumini Yamiogo et Jérémy Sié Koulibaly. Pour l'accès des populations à l'eau potable, des milliers de forages et de systèmes d'adduction d'eau potable ont été réalisés au Burkina Faso. Le besoin se fait toujours sentir sur le terrain, mais par endroits, c'est déjà un acquis. La rubrique concrètement de ce magazine nous conduira à Kwalio, un village de la commune de Tenado. Plus de corvées d'eau, c'est un sujet de Drissa Dawo et Moumini Yamiogo. Avant, on prend l'eau sale pour boire. Mais maintenant, quand on voit la pompe, on prend l'eau, jolie l'eau. C'est très mal. Je suis content. On est content tout partout à Kwalio. On est très content à cause de l'eau. C'est avec une grande satisfaction que nous recevons ce forage. Et le forage est venu soulager nos enfants. Le point d'eau était distant de l'école. Et aujourd'hui, actuellement, les enfants ne vont plus souffrir pour avoir accès à l'eau. Pour cela, nous remercions le gouvernement du Burkina Faso et à sa tête son excellent Roch Marc Christian Kaboré. Merci beaucoup. Nous ne cesserons de le remercier. La population de Kwalio sera toujours derrière lui. Et longue vie à lui et à son pays. Ce forage vient changer beaucoup de choses dans la vie de l'école. Antérieurement, nous avions vraiment de la peine pour avoir de l'eau potable. Et cela va nous permettre d'avoir une eau potable pour atténuer notre soif et également nous permettre d'entretenir les arbres que nous plantons dans la cour de l'école. Et vraiment réduire la distance des élèves pour avoir de l'eau potable. Sincèrement, je suis content de cette pompe-là. Avant, on n'avait pas de l'eau, le village souffrait, les animaux aussi ne gagnaient pas de l'eau, les enfants, tous, même à l'école, n'avaient pas. Mais aujourd'hui, là, je suis très fier de gagner cette forage-là dans mon village. Je suis très content. Vraiment, nous sommes très contents. Très content. Parce que avant, il fallait aller au puits. Grâce aux engagements nationaux,
la population de Kwalio dispose donc d'un point d'eau potable qui va en tout cas contribuer à réduire leur souffrance et surtout réduire la souffrance des femmes dont le chef de l'État est pleinement conscient et donc qui a envisagé 0 corvée d'eau à l'horizon de 2030. Comme annoncé en début d'émission, Issa Dominique Konaté est l'invité de la rubrique Grille de lecture. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, M. Dadia. Conseiller spécial du président du FASO chargé de l'énergie, des mines et des carrières, de façon opérationnelle, comment dynamiser le secteur minier pour qu'il contribue davantage au développement du pays? Le secteur minier est par excellence un de ces secteurs où il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour permettre son plein épanouissement. Au-delà du potentiel énorme qu'un pays peut avoir, il faut d'abord un climat de confiance par rapport aux investisseurs pour que ce secteur-là puisse se développer. Il faut également un climat de sécurité juridique pour que ce secteur-là puisse se développer. Et le style de leadership est très important pour inspirer la confiance des investisseurs. On a un code minier dont nous avons hérité de la transition qui donne un certain nombre de conditions et de règles pour permettre justement d'attirer le développement et de gérer le développement de ce secteur-là. Ce code minier a innové avec la création de 4 fonds, dont le Fonds minier de développement local, qui à ce jour contribue pour beaucoup dans le financement de nos collectivités décentralisées et qui contribue également dans le développement d'une manière générale de l'économie de notre pays. Actuellement, je dois dire qu'il y a eu plus de 100 milliards qui ont pu être collectés pour permettre ce développement-là au niveau des collectivités de base, les communes. Il y a 10 ans, le secteur minier contribuait pour à peu près 1% du produit national brut. À nos jours, il est à plus de 12% du produit national brut. Et c'est le premier pourvoyeur de devises pour ces pays-là, loin devant le coton, avec plus de 1500 milliards de recettes d'exploitation. Et en termes de recettes fiscales, là, on est au moins à 300 et quelques milliards de contributions directes au budget de l'État. Instaurer un climat de confiance et avoir l'adhésion des populations à la base. Conseiller, le programme présidentiel prévoit une juste rétribution des retombées des mines. Quelles sont les mesures prises dans ce sens-là? Le mécanisme de redistribution des retombées du secteur minier se fait à travers les allocations budgétaires au niveau du budget central. Pour plus de valeur ajoutée aux produits miniers du Burkina, c'est connu, hein, le développement des industries de transformation s'impose, mais la grande interrogation, comment y arriver? Pour un pays comme le Burkina, nous mettons la priorité, et le président Roch-Marc Christian Kaboré met la priorité surtout dans le domaine du développement du contenu local. Parce que quand vous regardez, c'est des investissements colossaux pour ce qui est des mines industrielles, et il y a beaucoup d'achats et de prestations qui sont faites à partir de l'extérieur. Quand vous arrivez à intéresser beaucoup d'entreprises locales dans la chaîne d'approvisionnement, ça c'est une contribution prioritaire dont les retombées en termes d'intégration dans le tissu économique est beaucoup plus visible que d'aller rapidement vers les produits finis de l'or. C'est plutôt à travers cette stratégie-là, à travers cette volonté. Et j'ai la chance chaque fois d'accompagner le président pour ses audiences avec des grands investisseurs miniers. Et un de ces points où il insiste toujours, c'est comment on intéresse, je veux dire, les opérateurs ou les prestataires ou les producteurs locaux à tous ces changements-là pour que l'économie burkinabé puisse en profiter. Une opération de charme pendant que la crise sécuritaire est aussi là, quel est son impact?
Ce n'est pas une opération de charme, c'est d'avoir des conditions, des règles de partenariat qui soient transparentes. Et on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Et il faut que l'État respecte ses engagements et l'État se donne les moyens de faire en sorte que ses partenaires qui viennent investir aussi respectent leurs engagements vis-à-vis du peuple burkinabé. Je crois que c'est très important. Il n'y a pas d'opération de charme, c'est une opération tout à fait transparente de relations de partenariat. Mais l'insécurité, ça joue sur la production. La question sécuritaire, il ne faut pas se la cacher, a un impact important. En même temps, pendant que nous avons ce problème sécuritaire, pendant que nous avons le problème du Covid, de la Covid-19, je dois vous dire que la résilience de l'économie burkinabé, et je l'affirme, tous les économistes sont d'accord, est venue du secteur minier. Le chef de l'État insiste sur la formalisation de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Comment le gouvernement va-t-il s'y prendre face à des acteurs que l'on sait difficiles à cerner? Le président, dans son programme, a mis un accent particulier à travers des structures comme l'ANEMAS, qu'il faut redynamiser pour permettre d'identifier tous les acteurs sérieux de ce milieu-là. Parce que qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas avoir que des grandes mines industrielles. Et aujourd'hui, cette activité-là, pour ne pas encore vous encombrer des chiffres, il y a au moins 1 500 000 Burkinabés qui sont impliqués là-dedans, et sinon plus. Vous l'avez dit, plus d'1 500 000 orpailleurs au Burkina, aux côtés de la quinzaine de mines industrielles. Le revers de l'exploitation minière, c'est bien souvent le désastre environnemental. Il faut le dire, comment promouvoir un développement vertueux en matière de protection de l'environnement? Dans les conventions types qui ont été mises en place et qui sont signées avec toutes ces sociétés-là, il y a un plan rigoureux environnemental de réhabilitation qui est joint et qu'ils doivent respecter. Il appartient à l'État de se donner les moyens de les faire respecter. Merci, M. Issa Dominique Konaté. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président du Faso, chargé des questions d'énergie, des mines et carrières. Justement, avec vous, il a été question du développement du secteur minier au Burkina. Je vous remercie. Ainsi s'achève ce magazine 9e numéro de la quinzaine du Palais. Merci de votre fidélité. À la prochaine.